les nazis n'ont jamais soupçonné qu'une horlogère cachait 800 juifs dans une pièce secrète. Corrie ten Boom, 28 février 1944, 12h30. Barthéljorisstraat 19, Haarlem, Pays-Bas. L'Oberscharführer Karl Willems monta l'escalier étroit de la maison boutique des ten Boom, suivi de 6 agents de la Gestapo. Ils avaient reçu l'information d'un indicateur néerlandais. Cette famille d'horlogers chrétiens cachait des juifs. Willems, vétéran de dizaines de rafles, sourit avec assurance. Ces opérations finissaient toujours de la même façon. Des gens naïfs, des cachettes évidentes, des arrestations rapides. Il traversa l'atelier rempli d'horloges anciennes, ses yeux entraînés à repérer les signes révélateurs. Portes factices, panneaux mal ajustés, volumes incohérents. La maison était vieille, étroite, typiquement hollandaise, parfaite pour des cachettes. Mais il en avait déjà trouvé des centaines. « Fouillez chaque centimètre », ordonna-t-il, en allemand. « Il y a des juifs ici. Je les sens. » Ce que Willems ignorait, ce qu'aucun officier nazi aux Pays-Bas n'avait jamais découvert, c'est qu'à moins de 2 mètres de l'endroit où il se tenait, derrière un faux mur dans une chambre du 2e étage, 6 personnes retenaient leur souffle dans un espace de 80 cm de profondeur. Une pièce impossible, invisible, d'une précision d'ingénieur. Et cette pièce secrète n'était qu'une minuscule partie d'un réseau de sauvetage qui, en février 1944, avait déjà soustrait plus de 800 juifs aux chambres à gaz. Un réseau opéré non par des soldats entraînés ou des agents de renseignement, mais par une horlogère célibataire de 51 ans, Corrie ten Boom, qui n'avait jamais enfreint la moindre loi de sa vie, jusqu'au jour où les nazis lui en donnèrent la raison. Pendant les 6 heures suivantes, la Gestapo saccagerait cette maison à la recherche de la cachette dont elle était certaine qu'elle existait. Ils frapperaient les murs, mesureraient les pièces, interrogeraient la famille. Mais ils ne trouveraient jamais la chambre. Et dans cet échec, ils révéleraient quelque chose que l'arrogance nazie n'avait jamais envisagé. Qu'une femme hollandaise d'âge mûr, armée seulement de foi, d'ingéniosité et d'un réseau d'horlogers et de résistants, avait mis sur pied le système de sauvetage le plus efficace des Pays-Bas occupés. Voici l'histoire de la manière dont une famille d'horlogers a usiné le salut de 800 âmes. Comment une chambre de 80 cm a tenu tête à toute la machine de la Gestapo. Et comment une foi silencieuse s'est révélée plus puissante que la terreur organisée. Le monde avant l'occupation. La maison du 19 Barthéljorisstraat était le foyer de la famille ten Boom depuis plus d'1 siècle. Construite en 1837, cette structure étroite de 3 étages était typique de Haarlem. Façade fine, escalier raide, petites pièces empilées à la verticale. Le rez-de-chaussée abritait l'horlogerie ten Boom et Fils. Fondée en 1837 par Willem ten Boom, l'arrière-grand-père de Corrie. En 1940, cette maison avait le charme d'un anachronisme. Casper ten Boom, 84 ans, patriarche de la famille, dirigeait l'horlogerie avec la même minutie que son père et son grand-père. Chaque matin à 8 heures, il ouvrait la boutique. Chaque soir à 18 heures, il la fermait. Les montres qu'il réparait repartaient avec une précision suisse, même si le travail, lui, était bien hollandais. Corrie, née le 15 avril 1892, était la benjamine d'une fratrie de 4. À 48 ans, en 1940, elle représentait une rareté. Une femme célibataire, dans une société qui présumait que toutes les femmes finiraient mariées. Mais Corrie avait trouvé sa vocation non dans le mariage, mais dans l'horlogerie. En 1922,
Elle devint la première femme horlogère diplômée des Pays-Bas, un exploit que les journaux locaux présentèrent davantage comme une curiosité que comme un progrès. Sa sœur Betsy, de 10 ans son aînée, ne s'était jamais mariée non plus. Ensemble, elles faisaient tourner la maison. Betsy cuisinait, nettoyait, organisait tout. Corrie, elle, travaillait à l'atelier, réparant des mécanismes si minuscules qu'ils exigeaient loupe et mains absolument stables. Leur frère Willem était pasteur à Hilversum. Leur sœur Nolly vivait à Haarlem avec sa famille. Les Ten Boom étaient profondément religieux. Des réformés calvinistes qui lisaient la Bible chaque matin après le petit déjeuner et chaque soir avant de dormir. Mais leur foi n'avait rien d'abstrait. Elle était concrète, active. Casper Ten Boom avait organisé des groupes de prière pour les Juifs dès les années 1920, des décennies avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. La famille croyait littéralement à Genèse 12:3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Cette conviction, jugée pittoresque dans les années 30, deviendrait révolutionnaire dans les années 40. Le 10 mai 1940, les forces allemandes envahirent en arrêtant les Pays-Bas sans déclaration de guerre. La Wehrmacht franchit la frontière à 3h55. À midi, les parachutistes allemands contrôlaient des aérodromes clés. À 18h, Rotterdam subissait déjà les bombardements. Le 14 mai, après la destruction du centre de Rotterdam par la Luftwaffe, qui tua 900 civils, les Pays-Bas capitulèrent. Au début, l'occupation fut trompeuse. Les Allemands se présentèrent comme des libérateurs, protégeant les Néerlandais ariens du chaos de la guerre. Les magasins restèrent ouverts. La vie continua avec une apparence de normalité. Les nazis instaurèrent leur contrôle progressivement, comme de l'eau qu'on chauffe lentement jusqu'à l'ébullition. À l'horlogerie Ten Boom, Casper continua de réparer des montres. Corrie continua de servir les clients. Mais tous deux remarquaient des changements subtils. Des clients juifs commencèrent à venir avec des questions nerveuses. « Vous avez entendu quelque chose ? On doit s'inquiéter ?» Casper, dont la mémoire remontait à bien avant la Première Guerre mondiale, répondait avec une calme assurance biblique. « Ceux qui touchent à Israël touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. Ne vous inquiétez pas. » Mais Corrie, plus pratique, voyait les signes. Décret imposant l'enregistrement des Juifs, étoile jaune obligatoire, restriction de circulation. Chaque décret paraissait raisonnable, selon la logique nazie. Ensemble, ils construisaient une prison. Les premiers réfugiés. Mai 1942. 2 ans après l'invasion, les mesures anti-juives s'accélérèrent. Les Juifs furent interdits de parcs, de théâtres, de cinéma. Ils ne pouvaient plus utiliser les transports publics. Ils ne pouvaient plus acheter dans les magasins à rien. Non. Ils devaient être chez eux à 20h. Un après-midi de mai, tandis que Corrie travaillait sur une montre de gousset allemande, ironie qui ne lui échappait pas. La porte de l'atelier s'ouvrit. Une femme juive que Corrie connaissait vaguement, l'épouse d'un tailleur du quartier, entra sans étoile jaune. Elle parlait à voix basse, pressée, comme si chaque syllabe pouvait la dénoncer. « Mademoiselle Ten Boom, on dit que votre famille aide des gens. Mon mari a été arrêté ce matin. Ils vont me déporter. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Corrie, qui n'avait jamais enfreint la moindre loi en 50 ans, qui payait ses impôts au centime près, qui rendait ses livres à la bibliothèque un jour avant la date limite, fixa cette femme terrifiée. La réponse de son père fut immédiate. Dans cette maison, une enfant de Dieu est la bienvenue. Cette nuit-là, la femme dormit dans la chambre de Corrie.
Le lendemain matin, Cory contacta une connaissance de la résistance locale. À midi, la femme avait été transférée dans une ferme à la campagne, où elle pourrait se cacher en relative sécurité. Cory pensa que ce serait un cas isolé. Elle se trompait complètement. En juin, quelqu'un d'autre frappa à la porte. Puis encore quelqu'un. Puis 2 autres. Le réseau informel de résistance néerlandaise avait identifié la famille ten Boom comme fiable. La rumeur se répandit dans les cercles juifs. La maison de l'horloger est sûre. Le problème, c'était la logistique. La maison ten Boom se trouvait en plein centre de Haarlem, dans une rue passante, juste en face d'un café fréquenté par des collaborateurs néerlandais et par des officiers allemands en permission. Ce n'était pas une ferme isolée, où l'on pouvait dissimuler des gens indéfiniment. C'était un piège, parce que tout se voyait. Cory comprit vite. Il ne pouvait pas garder des personnes cachées de façon permanente. Il fallait devenir un point de transit, déplacer les réfugiés rapidement vers des lieux plus sûrs. Mais même le transit demandait une infrastructure, des adresses sûres, des faux papiers, des tickets de rationnement, de l'argent. Cory, qui avant la guerre n'avait jamais menti, commença à bâtir un réseau criminel au regard de la loi nazie. Son premier contact fut Fred Koornstra, un résistant local employé à la municipalité. Fred avait accès à des tampons officiels, à du papier administratif, à des archives d'identité. Il pouvait fabriquer des identités fictives, capables de passer les contrôles nazis. « Combien vous en faut-il » demanda Fred. « Je ne sais pas » admit Cory. « 10 »« J'en ferai 100 » répondit Fred. « Vous en aurez besoin. » Il avait parfaitement raison. La construction de la cachette. En juillet 1942, la maison ten Boom hébergeait régulièrement entre 4 et 7 réfugiés à la fois. Certains ne restaient qu'une nuit, d'autres une semaine, en attendant un transfert vers une adresse permanente. Tout cela était précaire, dépendant du fait que les voisins ne posent pas de questions, que les clients ne remarquent rien, que les nazis ne soupçonnent rien. Cory savait que ce n'était pas viable. Il leur fallait autre chose, une cachette d'urgence, un endroit où les réfugiés pourraient disparaître totalement si la Gestapo faisait une descente. En octobre 1942, via la Résistance, Cory entra en contact avec un homme connu seulement sous le nom de l'architecte. Son vrai nom était Herman Smith, membre d'un groupe de résistance de Haarlem spécialisé dans la création de cachettes. Smith en avait conçu des dizaines à travers les Pays-Bas. Smith visita la maison du 19 Barthéljoris-straat, déguisé en inspecteur antitermite. Il passa 4 heures à mesurer, à frapper les murs, à étudier la structure centenaire. Quand il eut terminé, il appela Cory dans la chambre du 2e étage qu'elle partageait avec Betsy. « Ici, » dit-il en tapotant le mur extérieur. « Nous allons construire la cachette ici. » Cory le regarda, perplexe. Le mur donnait sur la rue. Ça ne devrait pas être au centre de la maison? Justement, c'est pour ça que ça doit être ici, expliqua Smith. La Gestapo suppose que les cachettes se trouvent au milieu, dans les caves, dans les greniers. Ils ne cherchent jamais dans les murs extérieurs. Pour eux, c'est impossible d'y construire quelque chose sans que ça se voie de dehors. La chambre de Cory faisait environ 3 mètres sur 4. Smith proposa de construire un faux mur à 80 cm du mur extérieur, créant un espace ultra étroit entre le mur d'origine et le mur factice. 80 cm. Ça ne fait pas beaucoup, observa Cory. Ça ne l'est pas, admit Smith. Mais c'est assez pour que des gens se tiennent debout ou s'assoient. Et c'est le maximum qu'on puisse faire, sans que les proportions de la pièce paraissent évidemment fausses.
Les spécifications techniques de la cachette révélèrent le génie de Smith. Dimensions: 2,5 mètres de haut, 2 mètres de large, 80 cm de profondeur. Volume total: 4 mètres cubes. Accès: un panneau coulissant au fond d'une armoire encastrée. Pour entrer, il fallait déplacer des chaussures, ouvrir le panneau, ramper à travers une ouverture de 60 cm, puis refermer le panneau depuis l'intérieur. Capacité: 6 à 8 personnes debout ou assises. Impossible de s'allonger. Ventilation: ventilation passive via des micro-interstices de la construction d'origine. Insuffisante pour le confort, suffisante pour survivre 2 à 3 heures. Construction: briques anciennes récupérées, correspondant exactement aux briques de 1837 de la maison. Mortier artificiellement vieilli. Plâtre appliqué pour imiter l'usure des autres murs. Camouflage: tableaux accrochés sur le nouveau mur à des emplacements qui correspondaient à des traces de clous sur d'autres murs. Poussière ajoutée artificiellement. Une fissure volontaire dans le plâtre, semblable à celle déjà présente dans la maison. La construction prit 3 jours, réalisée de nuit, quand le couvre-feu garantissait que personne ne s'étonnerait de bruit de travaux. Tous les ouvriers étaient membres de la résistance. Beaucoup étaient des professionnels du bâtiment. Ils évacuèrent les gravats dans de petits sacs, dispersés ensuite sur des chantiers légitimes à travers Haarlem. Tout fut planifié au millimètre pour qu'il ne reste aucune preuve. Quand ce fut terminé, Smith invita Corrie à inspecter. Elle entra dans sa chambre et, littéralement, ne vit pas la différence. La pièce semblait identique, juste un peu plus petite. Mais ce retrait de 80 cm était si subtil que, même Hans, connaissant la modification, l'œil ne l'enregistrait pas comme anormal. Mesurer la chambre depuis l'extérieur, suggéra Smith. Corrie sortit dans Barthélemy-Straat, leva les yeux vers sa fenêtre du 2e étage, tenta de reconstituer mentalement les dimensions depuis l'extérieur. Impossible. Les proportions paraissaient justes. Maintenant, le vrai test, dit Smith. Il appela les 6 ouvriers. Cachez-vous dans l'espace et essayez de faire du bruit. Les 6 hommes, tous plus grands que Corrie, se tassèrent dans les 4 mètres cubes. Ils refermèrent le panneau. Smith et Corrie quittèrent la chambre, fermèrent la porte et attendirent dans le salon. Silence absolu. Smith frappa les murs de la chambre de Corrie avec un maillet, à l'écoute d'une résonance différente. Tout sonnait plein. Il mesura la pièce au mètre ruban, comparant avec des registres municipaux qu'il avait falsifiés pour afficher des dimensions correctes. Si la Gestapo vient avec les plans d'origine de 1837, ils verront la différence, admit-il. Mais ces plans ont brûlé dans un incendie en 1890. Les registres municipaux actuels correspondent à ces dimensions. Le coût de la cachette: 800 florins néerlandais, environ 450 $ de 1942, payés par des dons de la résistance. Chaque florin représentait un risque, chaque donateur une arrestation potentielle. La première vraie mise à l'épreuve eut lieu 1 semaine plus tard. Le système d'alarme. Avoir une cachette ne servait à rien si l'on n'avait pas le temps d'y entrer. La maison Ten Boom avait besoin d'un système d'alerte précoce, capable de donner aux réfugiés les secondes vitales nécessaires pour disparaître. Rolf Van Vliet, un ingénieur électricien de la Résistance, conçut le système. Il était d'une brutalité simple, donc fiable. Il installa des boutons d'alarme à plusieurs endroits. Un dans l'atelier, accessible à Corrie ou Casper. Un dans le salon où Betsy passait le plus clair de son temps. Un dans la cuisine.
un cachet sous le comptoir, près de l'entrée. Ces boutons étaient reliés par des fils dissimulés dans les murs, à une sonnerie électrique dans chaque pièce de la maison, mais particulièrement forte dans la chambre de Corey où se trouvait la cachette. Dès qu'un bouton était pressé, si l'on voyait des agents de la Gestapo s'approcher, si un client posait des questions étranges, si quelque chose paraissait dangereux, la sonnerie retentissait. Les réfugiés avaient des instructions simples. Au signal, abandonnez tout. Livres, nourriture, couverture, papier. Laissez les verres d'eau à moitié bu. Laissez les chaussures au sol. Courir au 2e étage, dans la chambre de Corey, vers l'armoire. Passer derrière le panneau, entrer dans la cachette. Refermer. Silence absolu. Corey estima que la procédure, du signal à l'immobilité totale, devait prendre moins de 70 secondes pour 6 personnes. C'était extrêmement serré. La Gestapo frappait généralement, attendait 15 à 20 secondes, puis enfonçait la porte. Cela donnait peut-être 90 secondes au total. Les Ten Boom firent des exercices. Au début, ce fut un désastre. Les réfugiés paniquaient, trébuchaient dans l'escalier, luttaient avec le panneau, restaient coincés dans l'ouverture étroite. Les premières tentatives prenaient 3 à 4 minutes, beaucoup trop. Mais ils apprenaient vite. La vie ou la mort accélère tout. Ils mémorisaient chaque marche. Ils s'entraînaient à ouvrir le panneau dans l'obscurité complète. Ils apprenaient à respirer calmement dans l'espace exigu pour éviter l'hyperventilation. Après 2 semaines, ils étaient descendus à 65 secondes. Puis à 58. Meilleur temps enregistré. 54 secondes, du signal au silence complet, avec 6 personnes cachées. Corey savait pourtant que l'entraînement et la vraie panique n'étaient pas la même chose. En exercice, tout le monde savait que ce n'était qu'une répétition. En véritable rafle, la terreur multiplierait chaque seconde. La première vraie descente eut lieu en décembre 1942. La première vraie descente, 3 décembre 1942, 14h15. Corey réglait l'échappement d'une montre quand elle aperçut, à travers la fenêtre, 2 hommes en manteau de cuir noir, l'uniforme officieux de la Gestapo, s'approcher de la porte. Sa main frappa le bouton d'alarme. La sonnerie explosa dans toute la maison. À l'étage, 4 réfugiés, 3 juifs et un résistant néerlandais recherché par la Gestapo, abandonnèrent leur déjeuner. Des assiettes de soupe restèrent sur la table. Un livre était ouvert, une couverture encore chaude. Corey compta mentalement. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Les hommes arrivèrent à la porte. L'un frappa, fort, autoritaire. 10 Mississippi, 11 Mississippi, 12 Mississippi. Casper, avançant avec la lenteur volontaire d'un homme de 86 ans, marcha vers la porte. Chaque seconde gagnée était précieuse. 20 Mississippi, 21 Mississippi, 22 Mississippi. Ils frappèrent encore. Ouvrez, police! 40 Mississippi, 41 Mississippi. Corey entendait des pas qui couraient à l'étage. Trop bruyant? Est-ce que les agents les entendaient? 50 Mississippi, 51 Mississippi. Casper ouvrit. Bonjour, messieurs. Comment puis-je vous aider? Son néerlandais était volontairement lent, avec l'accent d'un vieil homme. Les agents entrèrent sans invitation. Nous sommes la police politique, annonça le chef en allemand. Nous avons reçu des signalements d'activités illégales à cette adresse. Corey traduisit pour Casper, qui feignait de ne pas comprendre l'allemand alors qu'il le parlait parfaitement. Chaque traduction achetait des secondes. 60 Mississippi, 1 minute. Quelles activités? Demanda Casper avec une confusion sincère. Vous cachez des juifs, répondit l'agent, direct.
Nous allons fouiller cette maison. Messieurs, nous sommes une famille chrétienne. Nous aidons ceux qui ont besoin d'aide, mais nous ne violons pas la loi. C'était techniquement vrai. Selon la loi de Dieu, il ne violait rien. Selon la loi nazie, il violait tout. Les agents se séparèrent. L'un fouilla le rez-de-chaussée, ouvrant placards et tiroirs, déplaçant des meubles. L'autre monta vers le deuxième étage. Cory sentit son cœur se figer. 65 secondes s'étaient écoulées. Assez? L'agent entra dans la chambre de Cory. Elle le suivit, essayant de paraître coopérative, mais inquiète, comme les occupants s'y attendaient. Il ouvrit l'armoire, vit les chaussures alignées, en déplaça quelques-unes, cherchant des trappes. Sa main frôla la zone du panneau coulissant, mais tout était parfait. Cela ressemblait à un mur plein. Il frappa les parois. Tout sonnait solide. Le plâtre étouffait parfaitement toute résonance suspecte. Il jaugea la pièce du regard. Les proportions semblaient normales. Derrière le mur, à 80 cm, 4 personnes retenaient leur souffle. Une femme juive de 62 ans, souffrant d'arythmie, sentait son cœur cogner. Un jeune résistant de 19 ans serrait ses mains pour empêcher des tremblements bruyants. Un tailleur juif de 45 ans récitait en silence le schéma. Une adolescente juive de 16 ans fermait les yeux si fort qu'elle voyait des étoiles. L'agent resta 10 minutes dans la chambre. Il chercha sous le lit, dans l'armoire, derrière les meubles. Il ne trouva jamais la cachette. Au bout de 40 minutes, les 2 agents se retrouvèrent au rez-de-chaussée. « La maison est clean », rapporta l'un d'eux. « Fausse alerte. » Ils partirent mais sans excuse. Quand la porte se referma, Cory attendit 5 longues minutes, une éternité, avant de monter et de frapper doucement au panneau selon le code convenu. 3 coups, une pause, 2 coups. Le panneau s'ouvrit. 4 visages pâles, trempés de sueur, des yeux sauvages de peur contenue, émergèrent de la cachette. La femme de 62 ans s'effondra aussitôt, en hyperventilation. Betsy l'allongea sur le lit, lui donna de l'eau, la calma. Le système avait fonctionné. 65 secondes avaient suffi, de justesse. Cette nuit-là, tandis que Cory était couchée à quelques centimètres de la cachette qui venait de sauver 4 vies, elle refit, mentalement, les maths de la survie. 1 minute. 60 secondes. La frontière entre la vie et la mort. Il fallait être plus rapide. La raid s'agrandit. Au début de 1943, l'opération de sauvetage des Ten Boom était passée d'une affaire de famille à un réseau structuré. Ce qui avait commencé par une horlogère qui improvisait au jour le jour ressemblait désormais à une machine parfaitement huilée. Une organisation capable de fonctionner à une échelle presque industrielle. Cory, qui n'avait jamais géré rien de plus complexe qu'une montre de gousset, coordonnait maintenant une opération qui impliquait environ 80 adresses sûres à travers les Pays-Bas, où des réfugiés pouvaient être dissimulés de manière permanente. Surtout des fermes, mais aussi des couvents, des commerces, des familles aisées vivant dans de grandes maisons. 12 postes de relais, où les réfugiés attendaient un transfert. La maison des Ten Boom étant le relais principal à Harlem. Des faussaires produisant des cartes d'identité, des coupons de rationnement, des laissez-passer de voyage, des certificats de naissance, n'importe quel papier indispensable à la survie dans la Hollande occupée. Des collecteurs de fonds recueillant des dons auprès de chrétiens néerlandais sympathisants. L'opération coûtait environ 1000 florins par semaine, l'équivalent d'environ 15 000 $ actuels. Des guides qui transportaient les réfugiés d'un point à l'autre. Souvent des jeunes, des Néerlandais de souche, dont l'apparence aryenne et la maîtrise du langage évitaient les soupçons.
des informateurs au sein de la police néerlandaise, de l'administration municipale et même, parfois, dans la bureaucratie nazie de bas niveau, capables d'alerter sur des descentes prévues, des documents compromis, des collaborateurs dangereux. Le cœur de ce réseau, c'était la petite chambre du 3e étage, au 19 Barthélemy-Straat, où Corrie tenait des registres méticuleux en code. Les noms n'apparaissaient que sous forme de numéros. Les adresses étaient indiquées par des coordonnées de grilles inventées. Les dates étaient décalées selon des formules mathématiques. Si la Gestapo mettait la main sur ces carnets, ils seraient inutilisables sans la clé de chiffrement que Corrie avait mémorisée et qu'elle n'écrivait jamais. L'ampleur de l'opération aurait sidéré les officiers nazis s'ils en avaient pris la mesure. Vers le milieu de 1943, le réseau Ten Boom faisait transiter 10 à 15 réfugiés par semaine. Chaque réfugié signifiait une vie sauvée, une famille qui n'était pas brisée, une âme qui n'était pas livrée à Auschwitz. Les réfugiés arrivaient par des routes variées. Certains étaient recommandés par des rabbins qui connaissaient la réputation de la famille. D'autres débarquaient au bord du désespoir, frappant aux portes au hasard, avec la chance ou la providence de tomber sur la bonne. D'autres encore étaient envoyés par d'autres cellules de résistance lorsque leurs propres ressources s'épuisaient. Corrie mit au point un protocole d'évaluation. Quand de nouveaux réfugiés se présentaient, elle posait des questions, apparemment innocentes, conçues pour déceler les infiltrés nazis. Où priais-tu à Amsterdam? Un vrai juif connaissait des noms précis de synagogues. Qu'est-ce que tu mangeais pour Shabbat? Les détails de tradition familiale étaient difficiles à inventer. Tu as de la famille qu'on peut contacter? Les infiltrés prétendaient souvent que toute leur famille avait été entièrement détruite, évitant ainsi toute vérification. Ce n'était pas infaillible. La marge d'erreur signifiait qu'elle rejetait parfois des gens authentiques ou acceptait des profils risqués. Mais Corrie se fiait à un instinct formé au contact de centaines de vies en détresse. Quelque chose dans les yeux, dans la posture, dans la manière de trembler. La peur vraie et la peur jouée n'avaient pas la même texture. En 18 mois d'opération, elle n'accepta jamais un infiltré nazi. Une perfection qui tenait à la fois du talent, de la chance et, dans son esprit, du miracle. Les vies dans la cachette. Ceux qui passaient par le 19 Barthélemy-Straat éprouvaient une terreur que les survivants de la guerre décrivent comme unique. Ce n'était pas la peur du front, où la mort peut tomber vite, brutalement, d'un seul coup. C'était la peur de l'invisibilité forcée, où chaque respiration pouvait te trahir, où ta vie dépendait de ta capacité à devenir personne. Rien. La cachette de 80 cm, conçue pour des urgences de 2 à 3 heures, abrita parfois des personnes pendant des journées entières. Lorsque des rafles successives rendaient trop dangereux le moindre mouvement. Les conditions étaient impitoyables. L'espace? À 6 personnes, chacune disposait d'environ 0,7 mètres carrés. Impossible de s'allonger. Difficile même de s'asseoir sans toucher les autres. Rester debout faisait gonfler les jambes jusqu'à la douleur après quelques heures. L'air, la ventilation, passive suffisait à survivre, pas à être bien. Le CO2 s'accumulait, provoquant maux de tête, nausées, désorientation. Après 4 ou 5 heures, l'air devenait lourd, comme si respirer exigeait un effort. La température, l'été, l'espace sans fenêtre devenait un four, dépassant 35 degrés Celsius. L'hiver, sans chauffage, on frôlait le gel. Les réfugiés tremblaient de froid, mais ne pouvaient pas faire un bruit. L'hygiène, aucun toilette. Pour les courts séjours, on se retenait. Pour les longs, Corrie avait discrètement placé une boîte métallique. L'odeur,
dans cet espace fermé, était atroce. La lumière, obscurité totale. Pas de fenêtre, pas de lampe. La désorientation était immédiate. On perdait la notion du temps, incapable de savoir si l'on était resté là 1 heure ou 5. Le son, le silence absolu était une règle. Pas parler, pas bouger, pas tousser, pas éternuer. Certains développèrent des techniques pour étouffer les réflexes involontaires. Une femme, sentant un éternuement monter, se pinça le nez si fort qu'elle en saigna plutôt que de risquer le moindre bruit. Meyer Mossel, un bijoutier juif de 52 ans qui passa 3 jours d'affilée dans la cachette lors de rafles multiples en janvier 1944, décrivit plus tard l'expérience ainsi: « Ce n'était pas une vie. C'était une suspension entre la vie et la mort. Chaque muscle faisait mal. L'air brûlait les poumons. Le silence était si complet que j'entendais mon sang circuler. Après 12 heures, on commence à halluciner. On voit des lumières qui n'existent pas. On entend des voix. L'esprit se fissure sous la tension. Mais ce qui te brise vraiment, ce n'est pas la douleur physique. C'est de savoir qu'à quelques centimètres, des nazis saccagent la maison en te cherchant. Tu peux les entendre parler, rire. Une fois, j'ai entendu un officier nazi dire à quel point la chambre de Corrie était confortable. Islar touchait littéralement le mur derrière lequel je me tenais debout. Le corps humain peut endurer une douleur étonnante. L'esprit peut endurer une terreur étonnante. Mais cette combinaison, douleur physique, terreur totale, silence forcé, ça te montre quelque chose sur les limites humaines. Tu survis en découvrant que les limites sont plus souples que tu ne le croyais. Eusie, une jeune fille de 17 ans qui fit 5 séjours dans la cachette, développa une technique psychologique qu'elle enseignait aux autres. Je m'imaginais être de l'eau. L'eau n'a pas de forme. Elle s'adapte au contenant. Elle ne résiste pas. Elle coule. Quand l'espace me semblait trop petit, je me disais « je suis de l'eau ». Je remplis parfaitement cet espace. Quand l'air me paraissait trop lourd, je me disais « je suis de l'eau ». Je n'ai pas besoin d'air de la même manière. Quand la peur devenait écrasante, je me disais « je suis de l'eau ». La peur passe à travers moi, mais ne me change pas. Ça peut sembler idiot. C'était peut-être un délire dû au manque d'oxygène. Mais ça marchait. Tu te séparais de ton corps. Ton corps était dans cet endroit horrible, mais ton esprit était ailleurs. C'est comme ça que tu survivais. Tout le monde ne survivait pas psychologiquement. Un homme de 60 ans développa une claustrophobie si violente qu'après un séjour de 6 heures dans la cachette, il préféra risquer la déportation plutôt que d'y entrer à nouveau. Corrie le transféra dans une ferme où l'espace n'était plus une torture. Une femme de 34 ans devint mutique après un séjour de 8 heures. Elle ne parla plus pendant 2 semaines, même après avoir été transportée vers une adresse permanente. Des médecins liés à la résistance diagnostiquèrent un choc traumatique. Elle finit par retrouver la parole, mais jamais les souvenirs de ces 8. Les nazis n'ont jamais soupçonné qu'une horlogère cachait 800 juifs dans une pièce secrète. Corrie ten Boom, 28 février 1944, 12h30. Barthélemy-Straat, 19, Haarlem, Pays-Bas. L'Oberscharführer, Karl Willems, monta l'escalier étroit de la maison boutique des ten Boom, suivi de 6 agents de la Gestapo. Ils avaient reçu l'information d'un indicateur néerlandais. Cette famille d'horlogers chrétiens cachait des juifs. Willems, vétéran de dizaines de rafles, sourit avec assurance. Ces opérations finissaient toujours de la même façon. Des gens naïfs, des cachettes évidentes, des arrestations rapides. Il traversa l'atelier rempli d'horloges anciennes, ses yeux entraînés à repérer les signes révélateurs. Portes factices, panneaux mal ajustés,
volume incohérent. La maison était vieille, étroite, typiquement hollandaise, parfaite pour des cachettes. Mais il en avait déjà trouvé des centaines. « Fouillez chaque centimètre », ordonna-t-il, en allemand. « Il y a des Juifs ici. Je les sens. » Ce que Willems ignorait, ce qu'aucun officier nazi aux Pays-Bas n'avait jamais découvert, c'est qu'à moins de 2 mètres de l'endroit où il se tenait, derrière un faux mur dans une chambre du 2e étage, 6 personnes retenaient leur souffle dans un espace de 80 cm de profondeur. Une pièce impossible, invisible, d'une précision d'ingénieur. Et cette pièce secrète n'était qu'une minuscule partie d'un réseau de sauvetage qui, en février 1944, avait déjà soustrait plus de 800 Juifs aux chambres à gaz. Un réseau opéré non par des soldats entraînés ou des agents de renseignement, mais par une horlogère célibataire de 51 ans, Corrie ten Boom, qui n'avait jamais enfreint la moindre loi de sa vie, jusqu'au jour où les nazis lui en donnèrent la raison. Pendant les 6 heures suivantes, la Gestapo saccagerait cette maison à la recherche de la cachette dont elle était certaine qu'elle existait. Ils frapperaient les murs, mesureraient les pièces, interrogeraient la famille. Mais ils ne trouveraient jamais la chambre. Et dans cet échec, ils révéleraient quelque chose que l'arrogance nazie n'avait jamais envisagé. Qu'une femme hollandaise d'âge mûr, armée seulement de foi, d'ingéniosité et d'un réseau d'horlogers et de résistants, avait mis sur pied le système de sauvetage le plus efficace des Pays-Bas occupés. Voici l'histoire de la manière dont une famille d'horlogers a usiné le salut de 800 âmes. Comment une chambre de 80 cm a tenu tête à toute la machine de la Gestapo. Et comment une foi silencieuse s'est révélée plus puissante que la terreur organisée. Le monde avant l'occupation. La maison du 19 Barthel-Joris-straat était le foyer de la famille ten Boom depuis plus d'1 siècle. Construite en 1837, cette structure étroite de 3 étages était typique de Haarlem. Façade fine, escalier raide, petites pièces empilées à la verticale. Le rez-de-chaussée abritait l'horlogerie ten Boom et Fils. Fondée en 1837 par Willem ten Boom, l'arrière-grand-père de Corrie. En 1940, cette maison avait le charme d'un anachronisme. Casper ten Boom, 84 ans, patriarche de la famille, dirigeait l'horlogerie avec la même minutie que son père et son grand-père. Chaque matin à 8 heures, il ouvrait la boutique. Chaque soir à 18 heures, il la fermait. Les montres qu'il réparait repartaient avec une précision suisse, même si le travail, lui, était bien hollandais. Corrie, née le 15 avril 1892, était la benjamine d'une fratrie de 4. À 48 ans, en 1940, elle représentait une rareté. Une femme célibataire, dans une société qui présumait que toutes les femmes finiraient mariées. Mais Corrie avait trouvé sa vocation non dans le mariage, mais dans l'horlogerie. En 1922, elle devint la première femme horlogère diplômée des Pays-Bas, un exploit que les journaux locaux présentèrent davantage comme une curiosité que comme un progrès. Sa sœur Betsy, de 10 ans son aînée, ne s'était jamais mariée non plus. Ensemble, elles faisaient tourner la maison. Betsy cuisinait, nettoyait, organisait tout. Corrie, elle, travaillait à l'atelier, réparant des mécanismes si minuscules qu'ils exigeaient loupe et mains absolument stables. Leur frère Willem était pasteur à Hilversum. Leur sœur Nolly vivait à Haarlem avec sa famille. Les ten Boom étaient profondément religieux. Des réformés calvinistes qui lisaient la Bible chaque matin après le petit déjeuner et chaque soir avant de dormir. Mais leur foi n'avait rien d'abstrait. Elle était concrète, active. Casper ten Boom
avait organisé des groupes de prière pour les Juifs dès les années 1920, des décennies avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. La famille croyait littéralement à Genèse 12:3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Cette conviction, jugée pittoresque dans les années 30, deviendrait révolutionnaire dans les années 40. Le 10 mai 1940, les forces allemandes envahirent l'instant les Pays-Bas sans déclaration de guerre. La Wehrmacht franchit la frontière à 3h55. À midi, les parachutistes allemands contrôlaient des aérodromes clés. À 18h, Rotterdam subissait déjà les bombardements. Le 14 mai, après la destruction du centre de Rotterdam par la Luftwaffe, qui tua 900 civils, les Pays-Bas capitulèrent. Au début, l'occupation fut trompeuse. Les Allemands se présentèrent comme des libérateurs, protégeant les Néerlandais ariens du chaos de la guerre. Les magasins restèrent ouverts. La vie continua avec une apparence de normalité. Les nazis instaurèrent leur contrôle progressivement, comme de l'eau qu'on chauffe lentement jusqu'à l'ébullition. À l'horlogerie Ten Boom, Casper continua de réparer des montres. Corrie continua de servir les clients. Mais tous deux remarquaient des changements subtils. Des clients juifs commencèrent à venir avec des questions nerveuses. « Vous avez entendu quelque chose ? On doit s'inquiéter ?» Casper, dont la mémoire remontait à bien avant la Première Guerre mondiale, répondait avec une calme assurance biblique. « Ceux qui touchent à Israël touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. Ne vous inquiétez pas. » Mais Corrie, plus pratique, voyait les signes. Décret imposant l'enregistrement des Juifs, étoile jaune obligatoire, restriction de circulation. Chaque décret paraissait raisonnable, selon la logique nazie. Ensemble, ils construisaient une prison. Les premiers réfugiés. Mai 1942. 2 ans après l'invasion, les mesures anti-juives s'accélérèrent. Les Juifs furent interdits de parcs, de théâtres, de cinéma. Ils ne pouvaient plus utiliser les transports publics. Ils ne pouvaient plus acheter dans les magasins ariens. Non, ils devaient être chez eux à 20h. Un après-midi de mai, tandis que Corrie travaillait sur une montre de gousset allemande, ironie qui ne lui échappait pas. La porte de l'atelier s'ouvrit. Une femme juive que Corrie connaissait vaguement, l'épouse d'un tailleur du quartier, entra sans étoile jaune. Elle parlait à voix basse, pressée, comme si chaque syllabe pouvait la dénoncer. « Mademoiselle Ten Boom, on dit que votre famille aide des gens. Mon mari a été arrêté ce matin. Ils vont me déporter. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Corrie, qui n'avait jamais enfreint la moindre loi en 50 ans, qui payait ses impôts au centime près, qui rendait ses livres à la bibliothèque un jour avant la date limite, fixa cette femme terrifiée. La réponse de son père fut immédiate. Dans cette maison, une enfant de Dieu est la bienvenue. Cette nuit-là, la femme dormit dans la chambre de Corrie. Le lendemain matin, Corrie contacta une connaissance de la résistance locale. À midi, la femme avait été transférée dans une ferme à la campagne, où elle pourrait se cacher en relative sécurité. Corrie pensa que ce serait un cas isolé. Elle se trompait complètement. En juin, quelqu'un d'autre frappa à la porte. Puis encore quelqu'un. Puis 2 autres. Le réseau informel de résistance néerlandaise avait identifié la famille Ten Boom comme fiable. La rumeur se répandit dans les cercles juifs. La maison de l'horloger est sûre. Le problème, c'était la logistique. La maison Ten Boom se trouvait en plein centre de Haarlem, dans une rue passante, juste en face d'un café fréquenté par des collaborateurs néerlandais et par des officiers allemands en permission.
Ce n'était pas une ferme isolée, où l'on pouvait dissimuler des gens indéfiniment. C'était un piège, parce que tout se voyait. Corey comprit vite. Il ne pouvait pas garder des personnes cachées de façon permanente. Il fallait devenir un point de transit, déplacer les réfugiés rapidement vers des lieux plus sûrs. Mais même le transit demandait une infrastructure. Des adresses sûres, des faux papiers, des tickets de rationnement, de l'argent. Corey, qui avant la guerre n'avait jamais menti, commença à bâtir un réseau criminel au regard de la loi nazie. Son premier contact fut Fred Koornstra, un résistant local employé à la municipalité. Fred avait accès à des tampons officiels, à du papier administratif, à des archives d'identité. Il pouvait fabriquer des identités fictives, capables de passer les contrôles nazis. « Combien vous en faut-il » demanda Fred. « Je ne sais pas » admit Corey. « 10 »« J'en ferai 100 » répondit Fred. « Vous en aurez besoin. » Il avait parfaitement raison. La construction de la cachette. En juillet 1942, la maison Ten Boom hébergeait régulièrement entre 4 et 7 réfugiés à la fois. Certains ne restaient qu'une nuit, d'autres une semaine, en attendant un transfert vers une adresse permanente. Tout cela était précaire, dépendant du fait que les voisins ne posent pas de questions, que les clients ne remarquent rien, que les nazis ne soupçonnent rien. Corey savait que ce n'était pas viable. Il leur fallait autre chose, une cachette d'urgence, un endroit où les réfugiés pourraient disparaître totalement si la Gestapo faisait une descente. En octobre 1942, via la Résistance, Corey entra en contact avec un homme connu seulement sous le nom de l'architecte. Son vrai nom était Herman Smith, membre d'un groupe de résistance de Haarlem spécialisé dans la création de cachettes. Smith en avait conçu des dizaines à travers les Pays-Bas. Smith visita la maison du 19 Barthéljoris-straat, déguisé en inspecteur antitermite. Il passa 4 heures à mesurer, à frapper les murs, à étudier la structure centenaire. Quand il eut terminé, il appela Corey dans la chambre du 2e étage, qu'elle partageait avec Betsy. « Ici, » dit-il en tapotant le mur extérieur. « Nous allons construire la cachette ici. » Corey le regarda, perplexe. Le mur donnait sur la rue. Ça ne devrait pas être au centre de la maison? « Justement, c'est pour ça que ça doit être ici, » expliqua Smith. La Gestapo suppose que les cachettes se trouvent au milieu, dans les caves, dans les greniers. Ils ne cherchent jamais dans les murs extérieurs. Pour eux, c'est impossible d'y construire quelque chose sans que ça se voie de dehors. La chambre de Corey faisait environ 3 mètres sur 4. Smith proposa de construire un faux mur à 80 cm du mur extérieur, créant un espace ultra étroit entre le mur d'origine et le mur factice. 80 cm. Ça ne fait pas beaucoup, observa Corey. Ça ne l'est pas, admit Smith. Mais c'est assez pour que des gens se tiennent debout ou s'assoient. Et c'est le maximum qu'on puisse faire, sans que les proportions de la pièce paraissent évidemment fausses. Les spécifications techniques de la cachette révélèrent le génie de Smith. Dimensions: 2,5 mètres de haut, 2 mètres de large, 80 cm de profondeur. Volume total: 4 mètres cubes. Accès: un panneau coulissant au fond d'une armoire encastrée. Pour entrer, il fallait déplacer des chaussures, ouvrir le panneau, ramper à travers une ouverture de 60 cm, puis refermer le panneau depuis l'intérieur. Capacité: 6 à 8 personnes debout ou assises. Impossible de s'allonger. Ventilation: ventilation passive via des micro-interstices de la construction d'origine. Insuffisante pour le confort, suffisante pour survivre 2 à 3 heures.
Construction. Briques anciennes récupérées, correspondant exactement aux briques de 1837 de la maison. Mortier artificiellement vieilli. Plâtre appliqué pour imiter l'usure des autres murs. Camouflage. Tableaux accrochés sur le nouveau mur à des emplacements qui correspondaient à des traces de clous sur d'autres murs. Poussière ajoutée artificiellement. Une fissure volontaire dans le plâtre, semblable à celle déjà présente dans la maison. La construction prit 3 jours, réalisée de nuit, quand le couvre-feu garantissait que personne ne s'étonnerait de bruit de travaux. Tous les ouvriers étaient membres de la résistance. Beaucoup étaient des professionnels du bâtiment. Ils évacuèrent les gravats dans de petits sacs, dispersés ensuite sur des chantiers légitimes à travers Haarlem. Tout fut planifié au millimètre pour qu'il ne reste aucune preuve. Quand ce fut terminé, Smith invita Corrie à inspecter. Elle entra dans sa chambre et, littéralement, ne vit pas la différence. La pièce semblait identique, juste un peu plus petite. Mais ce retrait de 80 cm était si subtil que, même Hans, connaissant la modification, l'œil ne l'enregistrait pas comme anormal. Mesurer la chambre depuis l'extérieur, suggéra Smith. Corrie sortit dans Barthéljorisstraat, leva les yeux vers sa fenêtre du 2e étage, tenta de reconstituer mentalement les dimensions depuis l'extérieur. Impossible. Les proportions paraissaient justes. Maintenant, le vrai test, dit Smith. Il appela les 6 ouvriers. Cachez-vous dans l'espace et essayez de faire du bruit. Les 6 hommes, tous plus grands que Corrie, se tassèrent dans les 4 mètres cubes. Ils refermèrent le panneau. Smith et Corrie quittèrent la chambre, fermèrent la porte et attendirent dans le salon. Silence absolu. Smith frappa les murs de la chambre de Corrie avec un maillet, à l'écoute d'une résonance différente. Tout sonnait plein. Il mesura la pièce au mètre ruban, comparant avec des registres municipaux qu'il avait falsifiés pour afficher des dimensions correctes. Si la Gestapo vient avec les plans d'origine de 1837, ils verront la différence, admit-il. Mais ces plans ont brûlé dans un incendie en 1890. Les registres municipaux actuels correspondent à ces dimensions. Le coût de la cachette. 800 florins néerlandais. Environ 450 $ de 1942. Payés par des dons de la résistance. Chaque florin représentait un risque. Chaque donateur, une arrestation potentielle. La première vraie mise à l'épreuve eut lieu 1 semaine plus tard. Le système d'alarme. Avoir une cachette ne servait à rien si l'on n'avait pas le temps d'y entrer. La maison Ten Boom avait besoin d'un système d'alerte précoce, capable de donner aux réfugiés les secondes vitales nécessaires pour disparaître. Rolf Van Vliet, un ingénieur électricien de la Résistance, conçut le système. Il était d'une brutalité simple, donc fiable. Il installa des boutons d'alarme à plusieurs endroits. Un dans l'atelier, accessible à Corrie ou Casper. Un dans le salon où Betsy passait le plus clair de son temps. Un dans la cuisine. Un caché sous le comptoir, près de l'entrée. Ces boutons étaient reliés par des fils dissimulés dans les murs, à une sonnerie électrique dans chaque pièce de la maison. Mais particulièrement forte dans la chambre de Corrie où se trouvait la cachette. Dès qu'un bouton était pressé, si l'on voyait des agents de la Gestapo s'approcher, si un client posait des questions étranges, si quelque chose paraissait dangereux, la sonnerie retentissait. Les réfugiés avaient des instructions simples. Au signal, abandonnez tout. Livres, nourriture, couverture, papier. Laissez les verres d'eau à moitié bu. Laissez les chaussures au sol. Courir au 2e étage, dans la chambre de Corrie, vers l'armoire, passer derrière le panneau, entrer dans la cachette. Refermer. Silence absolu. Corrie estima que la procédure,
du signal à l'immobilité totale, devait prendre moins de 70 secondes pour 6 personnes. C'était extrêmement serré. La Gestapo frappait généralement, attendait 15 à 20 secondes, puis enfonçait la porte. Cela donnait peut-être 90 secondes au total. Les Ten Boom firent des exercices. Au début, ce fut un désastre. Les réfugiés paniquaient, trébuchaient dans l'escalier, luttaient avec le panneau, restaient coincés dans l'ouverture étroite. Les premières tentatives prenaient 3 à 4 minutes, beaucoup trop. Mais ils apprenaient vite. La vie ou la mort accélère tout. Ils mémorisaient chaque marche. Ils s'entraînaient à ouvrir le panneau dans l'obscurité complète. Ils apprenaient à respirer calmement dans l'espace exigu pour éviter l'hyperventilation. Après 2 semaines, ils étaient descendus à 65 secondes, puis à 58. Meilleur temps enregistré, 54 secondes, du signal au silence complet, avec 6 personnes cachées. Cory savait pourtant que l'entraînement et la vraie panique n'étaient pas la même chose. En exercice, tout le monde savait que ce n'était qu'une répétition. En véritable rafle, la terreur multiplierait chaque seconde. La première vraie descente eut lieu en décembre 1942. La première vraie descente, 3 décembre 1942, 14h15. Cory réglait l'échappement d'une montre quand elle aperçut, à travers la fenêtre, 2 hommes en manteau de cuir noir, l'uniforme officieux de la Gestapo, s'approcher de la porte. Sa main frappa le bouton d'alarme. La sonnerie explosa dans toute la maison. À l'étage, 4 réfugiés, 3 juifs et un résistant néerlandais recherché par la Gestapo, abandonnèrent leur déjeuner. Des assiettes de soupe restèrent sur la table. Un livre était ouvert. Une couverture encore chaude. Cory compta mentalement. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Les hommes arrivèrent à la porte. L'un frappa. Fort. Autoritaire. 10 Mississippi, 11 Mississippi, 12 Mississippi. Casper, avançant avec la lenteur volontaire d'un homme de 86 ans, marcha vers la porte. Chaque seconde gagnée était précieuse. 20 Mississippi, 21 Mississippi, 22 Mississippi. Ils frappèrent encore. Ouvrez, police! 40 Mississippi, 41 Mississippi. Cory entendait des pas qui couraient à l'étage. Trop bruyant? Est-ce que les agents les entendaient? 50 Mississippi, 51 Mississippi. Casper ouvrit. Bonjour, messieurs. Comment puis-je vous aider? Son néerlandais était volontairement lent, avec l'accent d'un vieil homme. Les agents entrèrent sans invitation. Nous sommes la police politique, annonça le chef en allemand. Nous avons reçu des signalements d'activités illégales à cette adresse. Cory traduisit pour Casper, qui feignait de ne pas comprendre l'allemand alors qu'il le parlait parfaitement. Chaque traduction achetait des secondes. 60 Mississippi. 1 minute. Quelles activités? Demanda Casper avec une confusion sincère. Vous cachez des juifs, répondit l'agent, direct. Nous allons fouiller cette maison. Messieurs, nous sommes une famille chrétienne. Nous aidons ceux qui ont besoin d'aide, mais nous ne violons pas la loi. C'était techniquement vrai. Selon la loi de Dieu, il ne violait rien. Selon la loi nazie, il violait tout. Les agents se séparèrent. L'un fouilla le rez-de-chaussée, ouvrant placards et tiroirs, déplaçant des meubles. L'autre monta vers le 2e étage. Cory sentit son cœur se figer. 65 secondes s'étaient écoulées. Assez? L'agent entra dans la chambre de Cory. Elle le suivit, essayant de paraître coopérative, mais inquiète, comme les occupants s'y attendaient. Il ouvrit l'armoire, vit les chaussures alignées, en déplaça quelques-unes, cherchant des trappes.
Sa main frôla la zone du panneau coulissant, mais tout était parfait. Cela ressemblait à un mur plein. Il frappa les parois. Tout sonnait solide. Le plâtre étouffait parfaitement toute résonance suspecte.